Je rappelle la règle du jeu de ces 10 rencontres, une alternance entre une ville européenne et une ville américaine, 5 villes européennes, 5 villes américaines, donc forcément des écarts chronologiques, et puis à chaque fois prendre une période de la vie de cette ville qui a été particulièrement importante dans l'histoire. Bon voilà, c'est un très bel autoportrait d'un personnage qui s'appelle John Singleton Copley. Nous reviendrons sur lui à la fin de la présentation. Il est né en 1738, il est mort en 1815, il est né à Boston, mais il n'est pas mort à Boston, nous en reparlerons tout à l'heure. Et par contre, il est probablement le peintre qui, pas totalement, mais en grande partie, a accompagné les événements dont nous allons parler, c'est-à-dire le rôle essentiel joué par la ville de Boston dans le chemin vers l'indépendance des colonies britanniques en Amérique du Nord. Et à cet égard, le premier portrait de John Singleton Copley que je voulais vous montrer est celui d'un personnage qui s'appelle Paul Revere, dont vous voyez qu'il est un artisan, puisqu'il vous présente, c'est un orfèvre, et il vous présente une de ses réalisations, qui doit être probablement une théière, je suppose, probablement en étain, avec un très beau système de captation de la lumière en reflet à la surface bombée de la théière, et puis de façon très extraordinaire aussi, sur la table, les instruments de son métier, ici, et là aussi le reflet de ses manches blanches sur cette table impeccablement polie, qui nous parle de probablement la fierté d'un métier parfaitement maîtrisé et bien fait. Et puis cette vieille phrase anglaise que ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'Angleterre ou aux États-Unis connaissent probablement par cœur: cleanliness is godliness. Quand tout est propre, alors le Seigneur peut venir habiter cet endroit. Cleanliness is godliness. Voilà. Alors, Paul Revere est un personnage important. Je dirais que l'événement dont nous allons parler, c'est-à-dire la fameuse chevauchée de Paul Revere, dans la nuit du 18 au 19 avril 1775, cet événement, je ne crois plus que ce soit le cas maintenant. Mais pendant très longtemps, cette chevauchée de Paul Revere a joué dans l'imaginaire historique américain le même rôle probablement que le baptême de Clovis, le vase de Soissons, voilà, des choses comme ça. Et évidemment, en 1860, un des derniers poètes, pas trop européanisé pour être vraiment américain, mais écrivant aux États-Unis, Henry Wadsworth Longfellow. Alors c'est important parce que Longfellow a été un poète très populaire au moment même où paraissait anonymement à New York en 1855 le premier texte de poésie américaine, c'est-à-dire pas de poésie européenne en Amérique, si vous voyez ce que je veux dire. Le premier texte qui prenait en compte ce qu'on est convenu d'appeler Americanness, le fait d'être américain, l'américanité. Et ce recueil de poèmes, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la littérature américaine, ce ne sera pas une découverte, c'est bien sûr le recueil Feuilles d'herbe, Leaves of Grass, de Walt Whitman, qui est véritablement le premier grand poète américain. Mais en même temps, Longfellow a bercé des générations de jeunes Américains qui apprenaient par cœur à l'école ce qu'on appelle la chevauchée de Paul Revere, qu'il a publié en 1860, et qui commence par Listen, my children, and you shall hear of the midnight rite of Paul Revere, la chevauchée à minuit de Paul Revere, on the 18th of April in 75, le 18 avril en 1775. Hardly a man is now alive. Il ne reste guère d'hommes aujourd'hui vivants qui se souviennent de ce jour et de cette année célèbre ou fameux. Ça a été vraiment un événement qui a marqué les consciences américaines et qui s'est transmis de génération en génération jusqu'à il n'y a pas si longtemps que cela. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est
ce dont il est question quand on parle de Paul Revere est 1685. Alors, les spécialistes d'histoire de France reconnaissent immédiatement la date d'un événement qu'un certain nombre d'historiens, je me garderai bien de trancher, je n'ai pas les compétences pour ça, mais qu'un certain nombre d'historiens appellent peut-être l'erreur la plus catastrophique de toute l'histoire de France. C'est-à-dire la révocation de l'édit de Nantes sous la forme de ce qu'on appelle l'édit de Fontainebleau. Parce que cette révocation de l'édit de Nantes, qui imposait la conversion ou l'exil aux réformés, a mis sur les routes d'autres pays, comment appeler ça, tout un groupe qui détenait probablement les clés de la modernité économique. Sans vouloir revenir incessamment, mais on est bien obligé d'y revenir quand même, à Max Weber, Éthique protestante et origine du capitalisme, c'est clair que, si vous voulez, la France, en se séparant ou en imposant à une partie de sa population réformée ou la conversion ou l'exil, a jeté sur les routes, effectivement, tout un groupe de gens qui voyaient dans l'activité économique le moyen de manifester l'élection divine, ou le moyen de correspondre, en changeant de manière positive le visage du monde, le moyen de correspondre à ce qu'il pressentait comme une élection divine. C'est une décision, l'édit de Fontainebleau, dont on a beaucoup attribué la responsabilité à Madame de Maintenon, Françoise d'Aubigné, elle-même réformée, convertie. On dit parfois qu'il n'y a pas de zélateur plus fidèle que les récemment convertis. Saint-Simon, vous savez, qui a une affection extrêmement limitée pour Madame de Maintenon, la rend responsable, carrément, de cette erreur majeure de Louis XIV. Et à cette phrase, si la citation n'est pas totalement exacte, vous me le pardonnerez, ils iront construire ailleurs les villes dont nous les avons chassées. Et vous le savez, on dit que, en gros, pendant la guerre de 30 ans, Berlin s'est retrouvé à la fin de la guerre de 30 ans à 20% de la population qui était la sienne avant la guerre de 30 ans. Donc Berlin aurait perdu 80% de sa population pendant la guerre de 30 ans. Et, là encore une fois, je vous partage des statistiques qu'on trouve dans un certain nombre de livres d'histoire, et la population de la ville serait remontée à 60% de ce qu'elle était grâce à l'arrivée des réformés français obligés de quitter la France après l'édit de Fontainebleau. Si vous avez visité Berlin, et probablement, je suppose, à peu près tout le monde ici a visité Berlin, vous avez, vous le savez, à Berlin, cette immense, énorme église française, qui est bien sûr une église réformée et qui témoigne de la puissance de la communauté réformée française à Berlin, disons, pendant le XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Paul Revere, dont je viens de vous parler, est baptisé à Boston le 22 décembre 1734. Sa mère, il n'y a aucun problème, le nom est très très américain, Deborah Hitchborn. Son père s'appelle en fait Apollos Revere. Mais, en fait, il s'appelle Paul Rivoire. Et qu'est-ce que c'est que cet Apollos Rivoire, devenu Apollos Paul Rivoire Revere? On ne sait plus très bien. Il a changé son nom parce que son nom était imprononçable à Boston. Mais en fait, il est né en 1702 à Ryoko, qui est un tout petit hameau sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-la-Grande en Gironde. Son père, difficile à savoir quand exactement, mais son père l'a envoyé très jeune, probablement vers l'âge de 10-11 ans, à son frère, Simon Rivoire, qui lui s'était déjà réfugié à Guernsey. Et le 15 novembre 1715, 6 jours avant son 13e anniversaire, Apollos Rivoire, futur Paul Revere, Paul Rivoire numéro 1, s'est embarqué pour Boston. Alors, je ne sais pas si, là aussi, c'est, je veux dire, déjà, les Normands, et je ne vais pas vous refaire Hauteville-la-Guichard, mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose d'assez étonnant aussi. Un gamin qui n'a même pas 13 ans, et qui est mis par son oncle à Guernsey, à bord d'un bateau qui va l'emmener à Boston, alors que ce gamin de 12 ans est né dans la commune de Sainte-Foy-la-Grande, dans ce qui est à l'heure actuelle le département de la Gironde.
il est ce qu'on appelle un indentured servant. Ça a souvent été un des moyens que les sudistes ont trouvé d'indiquer aux nordistes qu'il fallait arrêter de dire que l'esclavage n'existait que dans le sud des États-Unis. Parce qu'un indentured servant, c'est quelqu'un dont un Américain va payer la traversée vers l'Amérique, qui ne sont pas à l'époque les États-Unis, qui sont les colonies, et en échange du prix de cette traversée payée, la personne dont la traversée a été payée va travailler pour celle qui a payé la traversée jusqu'à ce que la rémunération du travail corresponde au prix du trajet qui a été payé par l'Américain. Ça, on appelait ça un indenture, I-N-D-E-N-T-U-R-E, et un indentured servant, c'était quelqu'un qui travaillait au service d'une personne qui avait payé pour elle ou pour lui sa traversée depuis l'Europe vers les États-Unis. Et donc, Paul Revere I, Apollos Rivoire, Paul Rivoire, le père de Paul Revere II, était en fait un indentured servant, c'est-à-dire quelqu'un qui, à 12 ans, a dû travailler pendant un certain nombre d'années, une fois arrivé à Boston, pour payer le prix de sa traversée ou pour rembourser le prix de sa traversée, qui avait été payé tout simplement par un orfèvre bostonien qui avait besoin d'un apprenti. Et donc, le père de Paul Revere a lui-même été donc apprenti orfèvre. Il est devenu, alors il a eu la chance que la personne qui avait payé pour lui traverser et qui était à la fois son maître d'apprentissage et d'une certaine manière son propriétaire patron ou son patron propriétaire, il a eu la chance, cette personne est morte relativement vite, et à partir du moment où la personne qui avait payé mourait, vous étiez libre de tout contrat vis-à-vis de cette personne et de sa famille. Et donc il a pu devenir lui-même, Apollos Rivoire, Paul Revere I, un orfèvre, dont vous avez ici une réalisation, une chope à bière, un tankard, comme on appelle ça en anglais et en américain, en argent, qui a très probablement été un des objets qu'a regardé avec admiration et affection son fils, puisque vous le retrouvez en train de. Ceux d'entre vous qui connaissent Boston, vous savez que la ville de Boston est parcourue par un itinéraire qu'on appelle communément le Freedom Trail, la piste de la liberté. Et cette piste de la liberté, le Freedom Trail, vous permet de parcourir tous les lieux importants de Boston qui sont associés de près ou de loin avec, disons, les événements qui, de 1763 à 1776, ont marqué pendant 13 ans le rôle essentiel joué par la ville de Boston dans l'indépendance américaine. Et sur, effectivement, cet itinéraire, vous avez la maison de Paul Revere, maison de bardeaux de bois, qui, vous le voyez, est entourée de maisons beaucoup plus récentes, mais elle a été à peu près préservée en l'état. Et donc, vous pouvez avoir une idée de comment vivait un artisan extrêmement coté dans la ville de Boston à l'époque. On sait que Revere, Paul Rivoire II, formé par son père et probablement extrêmement doué, a été un très remarquable orfèvre dans la ville de Boston. Et ceux d'entre vous qui connaissent ce merveilleux musée, qui est un des plus beaux musées des États-Unis, le Fine Arts à Boston, vous savez qu'il y a une section qui est consacrée aux objets réalisés par Paul Revere à quelques salles de la salle où le portrait de Revere par Copley est présenté. Et voilà le Freedom Trail, si vous voulez, qui traverse, vous avez au sol des plaques qui vous permettent de parcourir tout l'itinéraire, itinéraire qui commence au Boston Common, qui était un des lieux, évidemment, des manifestations, qui passe par le State House, c'est-à-dire le lieu où siégeait l'Assemblée coloniale et où travaillait le gouverneur colonial, puis tout un tas d'éléments, et vous retrouvez par exemple ici la maison de Paul Revere et des Old North Church avec la statue de Paul Revere, dont nous aurons l'occasion de reparler dans un instant. Donc, il faut bien voir que cette partie de Boston, c'est en fait la partie la plus ancienne, qu'on appelle aujourd'hui North End, le quartier nord, vous l'avez ici, et que, je le redirai tout à l'heure, en fait, c'est par poldérisation
que le territoire actuel de Boston a été conquis d'un côté sur la mer et de l'autre sur le fleuve Charles. Et par exemple, ce que vous avez ici, qui est Back Bay, n'existait pas à l'époque de Paul Revere. Ce grand quartier résidentiel de la deuxième moitié du XIXe siècle a été pratiquement entièrement gagné sur le fleuve par poldérisation, et cette poldérisation a été massivement réalisée par la plus grosse, la plus forte immigration qui ait jamais touché Boston, c'est l'immigration irlandaise qui a suivi la crise de la famine de la patate en Irlande, et vous savez que parmi les immigrants qui sont venus réaliser la poldérisation et l'extension de la surface habitable de Boston, il y avait l'ancêtre de John Fitzgerald Kennedy, bien sûr, qui est venu là, et la famille Kennedy s'est installée à Boston parce que le premier des Kennedy à avoir migré depuis l'Irlande au moment de la famine de la pomme de terre de 1845, s'est installé à Boston, a gagné sa vie en participant à la poldérisation d'eux, et ensuite la famille, bien sûr, s'est installée là. Je vous rappelle brièvement quand même que derrière Cambridge, que vous voyez là, se cachent deux toutes petites institutions d'enseignement supérieur, l'une qui s'appelle Harvard et l'autre qui s'appelle the MIT, the Massachusetts Institute of Technology. Alors, l'événement du Midnight Ride, vous le voyez ici popularisé non seulement par la poésie de Longfellow en 1860, mais par un tableau qui date de 1931 et qui est dû à un peintre que vous connaissez probablement pas pour ça, mais pour ça. C'est-à-dire Grant Wood, le American Gothic, qui était l'année dernière effectivement au musée de l'Orangerie, et c'est Grant Wood donc, qui a réalisé cette évocation de la chevauchée nocturne de Paul Revere. Vous avez Paul Revere ici, nous allons reparler de son itinéraire tout à l'heure. Paul Revere qui est en train, la nuit, de traverser tous les villages entre Boston et Lexington, mais il n'arrivera jamais à Concord, même si le but était d'arriver à Concord, et il passe dans les villages en hurlant tout simplement « The Redcoats are coming, the Redcoats are coming ». Les habits rouges arrivent, les habits rouges arrivent. Il annonce par là le fait que la garnison britannique de Boston a traversé le fleuve et qu'elle est en route pour accomplir deux choses, c'est-à-dire, dont je vous rappelle la date, la nuit du 18 au 19 avril 1775, où est-ce qu'il va? Il quitte Boston et son but, c'est d'aller à Lexington d'abord, puis à Concord ensuite. Alors, vous avez ici, alors là, vous voyez, ça c'est le North End, aussi souvent appelé de son nom indien, qui est Shawmut. Alors, tout ce qui est là, si vous voulez, en gros, toute cette partie-là, va être, et puis une partie ici aussi, va être gagnée donc sur la mer et le fleuve par poldérisation. Et vous avez ici Paul Revere qui traverse en barque entre le North End et Charlestown et qui ensuite part. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont des fanatiques de cinéma, de Clint Eastwood, vous avez peut-être vu effectivement le film qui s'appelle Mystic River, et vous voyez que le fleuve, bien sûr, est là. Et il s'en va par là, et vous le voyez, il arrive à Lexington. À Lexington, il rencontre un de ses amis qui s'appelle William Dawes. Ils avaient convenu que dès que les troupes britanniques commenceraient à faire mouvement, Revere partirait par Charlestown, et au contraire, Dawes partirait par la terre. Il y avait un très très léger bande de terre qui reliait North End au reste du continent américain. Et alors vous voyez, il se retrouve à Menotomy, à quelques miles de Lexington, et à Lexington, il retrouve un troisième personnage qui s'appelle le Dr. Samuel Prescott, et il quitte Lexington pour Concord. La patrouille britannique arrêtera Revere and Dawes. Dawes réussira à s'échapper et à retourner à Lexington. Il faudra attendre Revere que la patrouille le libère. Et c'est par contre, évidemment, Prescott qui parviendra effectivement, lui, à Concord. Donc, cette chevauchée a lieu dans la nuit du 18 avril au 19 avril 1775. Elle emmène Revere jusqu'à Lexington, puis apparemment Concord, mais il n'y arrivera jamais, à la demande d'un personnage qui s'appelle le Dr. Joseph Warren, que vous voyez là. Et la grande question, évidemment, c'est pourquoi. Nous y venons dans une minute. Regardez bien ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est le clocher de The Old North Church.
Là, vous avez la statue de Revere, et c'est là, pour ceux d'entre vous qui sont venus avec moi à Boston et qui attendaient impatiemment cette histoire, c'est là évidemment que se situe la fameuse anecdote du one if by land, two if by sea. C'est-à-dire que Paul Revere, qui est un membre de la communauté de Old North Church, a convaincu le sacristain dès que les troupes britanniques feraient mouvement, et soit qu'il les verrait filer vers le sud par la petite bande de terre qui conduit au continent, soit qu'il les verrait au contraire s'embarquer sur des bateaux pour traverser vers Charlestown, où Paul Revere lui-même se serait rendu en début de nuit, les troupes britanniques traversant très probablement au milieu de la nuit. L'idée, c'est que dès que le sacristain voit par où les troupes britanniques vont passer, il doit monter au clocher de The Old North Church, et par la grande ouverture du clocher, il doit faire apparaître soit une lanterne, s'il passe par la terre, soit deux lanternes, s'il passe par la mer. À ce moment-là, Paul Revere, qui est de l'autre côté de la rivière, déjà à Charlestown, sait si effectivement par où les soldats vont passer. Et donc il peut à ce moment-là parcourir les villages importants jusqu'à Lexington ou Concorde pour les prévenir, comme je vous l'ai dit, de l'arrivée de la troupe britannique. Ce qui, on va y revenir dans un instant, est important. Donc vous voyez, les Britanniques ont traversé là, au lieu de passer par là. En même temps, et c'est là où on voit que Revere est un organisateur très brillant, en même temps bien sûr que le Dr Warren, avec qui ils ont concocté ce système d'avertissement de l'arrière-pays de l'arrivée des troupes britanniques. William Dawes lui passe par la terre, bien sûr, et le Dr Samuel Prescott les rejoindra effectivement en cours de route. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faut aller à Lexington et pourquoi est-ce qu'il faut aller à Concorde? Parce que sont réfugiés à Lexington ce soir-là, dans la nuit du 18 au 19 avril, les deux leaders de l'insurrection urbaine bostonienne, ou du moins de l'agitation urbaine bostonienne. L'un est un très grand armateur bostonien dont l'existence économique est menacée par la politique britannique, d'où sa position évidemment comme un des leaders de l'opposition à la couronne. Il s'appelle John Hancock. C'est un personnage important, nous en reparlerons quand nous parlerons de Philadelphie. C'est lui qui sera président du Congrès continental au moment où le Congrès continental votera la déclaration d'indépendance le 4 juillet 1776. Mais on reparlera de cela à ce moment-là. Lui, c'est plutôt un stratège et un organisateur. Ce n'est pas un leader populaire, ce n'est pas un tribun, ce n'est pas lui qui va pouvoir enflammer les foules. Par contre, il y a un tribun, il y a un leader qui va pouvoir enflammer les foules, et lui s'appelle Samuel Adams, plus connu sous le nom de Sam Adams. C'est un cousin de John Adams, dont nous aurons l'occasion de reparler, qui sera le deuxième président des États-Unis, après avoir été pendant 8 ans le vice-président de George Washington. Il deviendra le deuxième président des États-Unis. Sam Adams, c'est son cousin, et lui, c'est le tribun. C'est-à-dire c'est lui qui est capable d'enflammer par son art oratoire, effectivement, les foules, et de les convaincre de se soulever contre. Et là, vous avez effectivement ce qu'on appelle Lexington Common, c'est-à-dire, c'est à cet endroit-là que, probablement entre 1h30 et 2 heures, après le passage de Paul Revere, qui permettra à John Hancock et à Samuel Adams d'aller se cacher et d'échapper aux troupes britanniques, c'est là que les troupes britanniques arriveront à l'aube et qu'elles se trouveront confrontées à un groupe de patriotes américains qu'on va appeler pour le moment, mais j'en viendrai là-dessus tout à l'heure, les Minutemen, les hommes minutes. J'y reviens. Et la deuxième partie de la chevauchée, partie qui n'a pas été accomplie bien sûr par Paul Revere, mais par le Dr Prescott, la deuxième partie, c'est qu'il fallait poursuivre au-delà de Lexington jusqu'à Concorde, où étaient cachées des armes et des munitions qui devaient éventuellement servir lors du déclenchement d'un soulèvement populaire majeur dans la ville de Boston. Et alors, vous le savez, voilà le fameux pont de Concorde, dont nous aurons l'occasion de reparler abondamment, puisque la journée du 19 avril s'est terminée de manière tragique pour les troupes britanniques qui ne s'y attendaient absolument pas au pont de Concorde. Le responsable de tout ça, c'est un personnage qui s'appelle le général Thomas Gage,
Sans vouloir faire de rapprochement hasardeux, dites-vous que probablement les rapports de la population de Boston vis-à-vis du général Thomas Gage en 1775 étaient un peu les rapports qu'avaient certaines populations occupées avec leurs Gauleiter pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est exactement ce genre de rapport. Hein. Et Thomas Gage, par contre, et ça peut-être nous serons amenés à y revenir plus tard, a aussi été peint par John Singleton Copley, hein, que vous voyez ici. Tous les portraits que vous avez vus pour le moment de gens engagés dans ces événements sont tous des portraits de Copley. Alors, on va suspendre un tout petit peu le regard sur la journée du 18 au 19 avril 1775 et nous allons revenir à la question de pourquoi Boston. C'est-à-dire pourquoi Boston s'est-il trouvé être à la pointe du mouvement de revendication, probablement pas au départ d'une indépendance, mais d'une autonomie beaucoup plus large à l'égard de la mère patrie, la Grande-Bretagne, et pourquoi, quand la Grande-Bretagne s'est crispée dans une sorte d'attitude de répression par rapport au mouvement populaire des 13 colonies, ou du moins d'un certain nombre des 13 colonies, et bien finalement, les patriotes, les coloniaux, comme on les appelait, n'ont vu de solution que dans la possibilité d'une indépendance. Alors, Boston n'est pas la première présence britannique sur la côte américaine. La première présence britannique sur la côte américaine, bien sûr, c'est la Virginie. Virginie qui a été créée par Sir Walter Raleigh en l'honneur de la Reine Vierge, Élisabeth Ier, dont il était l'amant. S'il vous paraît y avoir une légère contradiction dans les termes, je suis sûr que vous saurez faire appel à Kantorowicz et à la théorie des deux corps du roi, et vous verrez que dans son corps public, la reine est restée vierge puisqu'elle ne s'est jamais mariée. Ce qui s'est passé dans son corps privé ne regarde finalement à peu près qu'elle, sauf que, effectivement, cela nous a valu le nom de la Virginie. Ça, c'est 1607. Il y a eu des tentatives de colonisation de la Virginie avant, en particulier à la fin du XVIe siècle. Il y a eu des premiers groupes de colons qui ont été laissés, qu'on n'a jamais revus. On n'a jamais su ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils ont été mangés par les Indiens? Est-ce qu'ils ont été dévorés par la végétation, par les fièvres? On ne sait pas. Mais en tout cas, la première fois qu'une colonisation britannique a réussi sur la côte américaine, et n'oubliez pas qu'à ce moment-là, les Britanniques n'ont qu'une envie, c'est d'arriver à émuler les Espagnols et les Portugais. C'est une île, ils ont besoin effectivement de trouver des endroits où il y a des matières premières riches pour marcher, qu'on va pouvoir ensuite transporter justement à la mère patrie pour les transformer. Et donc vous avez effectivement chez les Britanniques la nécessité absolue de trouver quelque chose qui puisse faire pendant au Mexique, au Pérou, au Brésil. Et quelle ne va pas être leur déception quand ils vont s'apercevoir que la Virginie, au fond, ça n'est rien. Il n'y a pas de minerais précieux. Hein. Le bullionisme ne peut pas fonctionner là. Et alors, vous le savez, c'est ce moment où le capitaine John Smith dira en particulier aux cadets de famille aristocratiques qui l'ont accompagné pour créer cette Virginie, il leur dira, ben voilà, il n'y a plus qu'une solution. Alors ça, c'est une intuition géniale. Hein. Et c'est très intéressant de voir que l'Amérique a toujours été... Quand je dis Amérique, je parle du rêve. Quand je dis États-Unis, c'est la réalité. Hein. L'Amérique a toujours été partagée entre ce double rêve, hein, ou ces deux aspects du rêve américain. D'un côté, l'Eldorado, qu'elle n'a finalement jamais été jusqu'à la mise en place d'un capitalisme financier extrêmement puissant, et puis de l'autre, le rêve agraire, c'est-à-dire l'idée que, au fond, la richesse, ça n'est pas l'or ou l'argent, ce ne sont pas les métaux précieux, c'est le travail qui va permettre effectivement d'améliorer la terre. Et ce rêve agraire est fondamental. Et John Smith a dit en Virginie, puisqu'on ne trouvait pas d'or et d'argent, il a dit aux cadets de famille qu'il avait accompagnés, les aînés étaient restés en Angleterre à gérer bien sûr les possessions familiales, mais les cadets, il leur a dit voilà, il va falloir qu'on se mette à cultiver la terre. Et les cadets de famille ont dit mais ça, nous c'est pas possible. On ne peut pas, parce que jamais travailler la terre de ses mains. Non, 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 s'il faut se battre, on est là, voilà. Et là, vous savez, John Smith, c'est une vieille légende. Ça, c'est comme la chevauchée de Paul Revere. Rien ne vous garantit qu'il l'a dit. Mais tous les Américains savent qu'il les a regardés, il leur a dit « No work, no food ». Ne travaillez pas, vous ne mangez pas. C'est aussi simple que ça. Alors, il paraît que ça remet les idées en place. Mais... Donc, au départ, la première colonie britannique réussie au nord de la Virginie, 1607, c'est évidemment, alors là aussi mon vieux, non malheureusement parce qu'il
c'est ben la mort trop jeune pour avoir jamais été vieux, mais mon maître Jacques Cabot disait toujours, très embêtant la Virginie, parce que 1607, oui, rien que des hommes. Les premières femmes et les premiers esclaves noirs arrivent ensemble en 1619. La vie sexuelle des premiers colons américains de Virginie est aussi mystérieuse que celle de Robinson Crusoe. Et c'est effectivement assez étonnant. Voilà. Après, si vous vous appelez Leslie Fidler, vous en ferez une théorie, mais on n'a pas le temps de s'attarder là-dessus maintenant. Et donc, vous avez 1607, et 13 ans après, vous avez 1620. C'est-à-dire l'arrivée de ces gens. Alors là, c'est tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, vous avez des cadets de famille, vous avez des gens qui viennent simplement pour l'opportunité économique, mais le noyau dur qui se trouve à bord du Mayflower, 1620, c'est un groupe de gens qu'on appelle les puritains. Ils se définissent comme the Puritans. C'est un terme, évidemment, plutôt derogatory, comment dire en anglais, un terme un peu dérisoire, enfin, on peut dire dérogatoire en français, moi je me souviens plus, peut-être, non, peut-être pas, bon, peu importe. En tout cas, c'est un terme, effectivement, de mépris à l'égard de ces gens-là, que les membres de l'Église anglicane établie utilisent, et qui vaguement les accusent d'hypocrisie. C'est absolument pas lié avec l'absence de vie érotique, etc. Non, ça, on va y revenir dans un instant. Hein. Et donc, faut bien vous souvenir que la population du Mayflower, elle est extrêmement mélangée. Il y a la majorité, ce sont probablement les puritains, mais vous avez des cadets de famille, vous avez des gens qui viennent chercher fortune, donc ce sont des gens qui sont à bord du même bateau, sans pour autant avoir les mêmes buts. Et alors là, je dois dire que les Américains font toujours très fort. Si un jour vous deviez vous retrouver à Boston sans trop savoir quoi faire, louez une voiture et descendez à ce qu'on appelle Plymouth, qui a été la première colonie britannique réussie sur le territoire de ce qu'on appelle aujourd'hui le Massachusetts. Pourquoi Plymouth? Parce qu'ils étaient partis d'un port en Angleterre qui s'appelait Plymouth. Donc il n'y a rien de mieux pour exorciser l'horreur de l'étrange et de l'inconnu que de nommer l'étrange et l'inconnu d'un nom qui est déjà connu. Hein, voilà. Donc on est parti de Plymouth, on ne sait pas où on arrive, mais on va appeler ça Plymouth, comme ça sera rassurant. Hein, voilà. Et aujourd'hui, vous avez à Plymouth cette chose extraordinaire qui est Plymouth Plantation, c'est-à-dire la reconstitution de la première communauté puritaine sur la côte est des États-Unis, au nord de la Virginie. Au moment où ils sont à Plymouth, pratiquement, les cadets de famille ont déjà ramassé leurs affaires et sont partis. Hein. Ceux qui cherchaient fortune, y tout. Et ils sont probablement redescendus vers la Virginie en disant « on s'est trompé d'endroit hein. ». Mais les puritains sont restés, hein, c'est clair, les puritains sont restés. Alors, vous avez la Plymouth qui est étonnante. C'est pour ça que je vous conseille d'y aller, parce que vous avez des acteurs qui ont extraordinairement travaillé, qui sont habillés en costume d'époque, qui parlent l'anglais de l'époque, qui ne savent rien au-delà de 1630, mais avec qui vous pouvez parler en leur demandant pourquoi ils sont là, comment ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Et quelquefois, l'une des actrices vous prendra à part en vous disant « Je vous ai dit qu'on est les loyaux sujets du roi Jacques Ier, mais en fait, on est parti parce qu'on ne pouvait plus supporter la tyrannie de ce personnage épouvantable. » Donc là, vous comprenez bien qu'il y avait tout un discours qui était « Nous sommes les loyaux sujets d'eux, mais en fait, on n'a qu'une idée, c'est d'échapper à... » Et ça, c'est très important. C'est un endroit assez magique, comme seuls les Américains savent faire, à mon avis, parce que la reconstitution est d'une fidélité absolument totale, et en même temps, c'est un lieu dans lequel vous pouvez vous promener, et vous vous dites, au fond, New York, hein, Chicago, San Francisco, ça a commencé là. Et c'est un peu vertigineux, hein, parce qu'on a vu que la Palerme liée à Hauteville-la-Guicharde, c'était déjà un peu vertigineux, mais ça n'est pas moins, d'une certaine manière. Hein, voilà. Alors, je vous rappelle, peut-être vous savez ça par cœur, hein, cette grande justification. Jacques Ier Stuart, c'est Pharaon. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui poursuit de sa haine, de monarque anglican, tête religieuse et politique de la nation, ceux qui ne supportent pas l'érastianisme, et l'érastianisme, c'est l'inféodation du pouvoir religieux au pouvoir politique. À partir du moment où l'Église d'Angleterre a pour chef suprême le roi,
l'Église d'Angleterre est coupable d'iracianisme et donc elle est une Église impure. D'où vous le voyez, la pureté, purity, des puritains qui refusent le compromis ératianiste et qui veulent revenir à la pureté de la primitive Église de Jérusalem, où il n'y avait ni rituel ni hiérarchie. Et ça, c'est fondamental. Les puritains sont donc le peuple élu, persécuté par Pharaon. Et l'Angleterre, c'est l'Égypte. Donc il faut partir. Première tentative de départ, vers un lieu de tolérance, les Provinces-Unies, Amsterdam. Au bout d'un moment, la tolérance, c'est bien, mais ça dissout un peu quand même le nerf de l'identité. Donc, être dans une société trop tolérante, c'est pas bon pour les convictions, si vous voyez ce que je veux dire. Deuxièmement, ils parlent toutes les langues, sauf pratiquement l'anglais. Donc, on va perdre notre langue. On va doublement perdre notre identité. Et donc, après avoir été d'abord à Amsterdam, puis à Leyde, ils reviennent en Angleterre, retour qui a été longuement préparé, et qui n'est qu'un passage, parce qu'il faut aller de Leyde à Plymouth, et à Plymouth, on s'embarque dans 2 bateaux et on s'en va. Vous savez qu'un des 2 bateaux prendra l'eau au bout de quelques jours, reviendra, et donc ils s'entasseront tous sur le Mayflower, et ils partiront tous. Vous pouvez visiter, près de Plymouth Plantation, je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est la reproduction du Mayflower, qui s'appelle le Mayflower 2, qui est exactement à l'identique de, enfin, je peux supposer. Donc, l'océan Atlantique, dans cette vaste, ça c'est fabuleux, la façon de se raconter une histoire qui justifie son fait. Vous vous souvenez du Mont-Saint-Michel, de Gargano, c'est la même chose. Il vous faut un grand récit qui va justifier ce que vous faites. Et l'Angleterre, c'est donc l'Égypte. L'océan Atlantique, c'est un combiné de la mer Rouge et du désert. Alors, ça ne vous prend pas 40 ans, mais enfin, quand même, c'est pas très sympa. Et une fois que vous arrivez en Amérique, vous avez effectivement la terre promise. Alors, je vous le rappelle, ils arrivent devant la côte du Massachusetts le 10-11 novembre 1620. Je ne sais pas si vous n'êtes jamais allé dans le Massachusetts en novembre, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le lait et le miel ne semblent pas couler de la terre du Massachusetts comme ça. Donc, si vous arrivez devant la terre promise et qu'il n'y a pas de lait ou de miel, comment vous savez que c'est la terre promise? Et alors là, il faut un type, Jean Bradford, le chef de la communauté puritaine, qui leur dit, mais c'est pas grave, le lait et le miel sont là, sous la terre. Et donc vous allez le faire sortir de la terre par votre travail. Et ça, c'est fondamental. Ce qu'on appelle aux États-Unis l'éthique puritaine du travail, le Puritan Work Ethics, elle vient de là. C'est-à-dire, c'est pour ça que il ne fait pas très bon aux États-Unis, même dans les meilleures périodes des démocrates, ni être chômeur, ni être trop malade, ni être etc. Parce que cette idée qu'il y aurait des systèmes qui vous décourageraient de travailler, ces systèmes-là vous décourageraient d'être américain. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est tout à fait essentiel. Et vous le savez, c'est très intéressant. Hog, ça veut dire, on va le traduire par bourrique, ça veut dire en fait pourceau. Mais bon, mais en français, on dirait plutôt bourrique. Odal, crève. Et root, là, en slang, en argot américain, ça veut dire marne, marner, bosser comme une bête. Mais si vous regardez la racine, c'est root, c'est s'enraciner. Sous-entendu, quand vous êtes devant la côte du Massachusetts et qu'il n'y a ni lait ni miel, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de vous enraciner par le travail ou de crever. Et c'est ça qu'ils ont fait. Alors la moitié est mort le premier hiver, je vous signale quand même. Pas non plus rêver, c'est pas une promenade de santé, c'est pas, voilà, l'embarquement pour Citer, non, mais ils se sont enracinés et ils ont fait couler le lait et le miel. J'ai pas le temps de m'attarder sur le Thanksgiving Dinner, mais le Thanksgiving Dinner, si vous connaissez les États-Unis, qui est vraiment le grand repas annuel américain, qui est au moins aussi important que Noël, c'est l'idée que pour célébrer la première récolte des puritains à l'automne 1621. Là, on célèbre avec la dinde, avec le maïs, Indian corn, le blé indien. On ne savait pas ce que c'était que le maïs, on l'a découvert d'un seul coup. Voilà. Et ça, c'est très important. Donc, première chose, effectivement, où sont le lait et le miel? D'où éthique puritaine du travail. Et Mayflower Compact. Je vous ai repris le texte du Mayflower Compact, brièvement, on ne va pas s'attarder, rassurez-vous,
Mais c'est la première. Alors les constitutionnalistes américains font des bonds à chaque fois que vous leur dites Mayflower Compact, parce qu'il faut comprendre, c'est la première fois que des gens ont décidé de se lier ensemble pour survivre par un contrat de nature politique. Donc ça c'est très très britannique. Vous savez que les Britanniques, enfin les anglo-saxons, anglais-américains, ont toujours tendance à estimer que le réel est plus important que la théorie. Et qu'il faut induire la théorie à partir du réel plutôt que de déduire le réel de la théorie. En France, on a un tout petit peu tendance à faire de la déduction du réel. Passons rapidement. Et vous avez là des termes qui sont extrêmement intéressants. Covenant, de nous lier par un pacte, and combine ourselves together, et de nous lier les uns aux autres, de combiner nos forces dans un corps politique civil, qui soit ordonné au bien général, au bien commun de la communauté. Et donc, inutile de vous dire que ce qu'on appelle les origines du républicanisme, plus encore que de la démocratie américaine, beaucoup de gens le mettent dans le Mayflower Compact. Cette idée que, confrontés à l'hostilité de l'environnement, ils n'ont vu que dans la capacité de créer un corps capable de, comment dirais-je, de développer les talents les plus talentueux en les mettant au service et de la communauté dans son ensemble et des plus fragiles. Les plus fragiles contribuant, ceux qui pouvaient contribuer, etc. Et ça, c'est fondamental, le Mayflower Compact. Vraiment, c'est donc signé, encore une fois, le 11 novembre 1620. Vous voyez que c'est indiqué en bas ici. En témoignage de quoi nous avons tous ici souscrit nos noms au Cape Cod le 11 novembre, dans, effectivement, l'année du règne de notre souverain roi King James, roi d'Angleterre, de France et d'Irlande, la 18e année de son règne, puisqu'il est monté sur le trône en 1803, et comme roi d'Écosse, la 54e année de son règne, en de grâce 1620. Donc ça, c'est la première chose. Premier problème. Où sont le lait et le miel? D'où éthique puritaine du travail et Mayflower Compact. Certes, il va falloir travailler pour faire sortir le lait et le miel, mais il faut aussi qu'on reste ensemble. Parce que si on commence à s'éparpiller, on va être bouffé individuellement par la nature hostile. Et donc par petits groupes, et c'est terrible. Et puis la deuxième chose, bien sûr, qui se pose tout de suite, c'est est-ce que c'est vraiment la terra nullius? C'est-à-dire, est-ce que l'Amérique est vraiment une terre qui n'appartient à personne? Et c'est là où on va voir apparaître ce qu'on appelle the vanishing American. L'Américain qui disparaît, c'est-à-dire l'Indien. Et là, moi, j'ai vu ça en l'espace de 25 ou 30 ans de visites régulières à la Mayflower Plantation. Quand moi, j'ai commencé à aller à la Plymouth Plantation, pardon, quand j'ai commencé à aller à la Plymouth Plantation il y a 25 ou 30 ans, il y avait tout ce qui concernait les puritains et basta. Aujourd'hui, si vous y allez, vous avez un campement indien. Un campement indien dans lequel vous avez des acteurs, comme les acteurs puritains, qui sont tous des descendants de la tribu indienne locale Wampanoag, et qui, effectivement, jouent le rôle des Indiens à une époque où, enfin, pour commémorer une époque où les Indiens ont très probablement aidé les colons à survivre avant d'être détruits par eux. D'où la présence du maïs dans le Thanksgiving Dinner. Puis alors après, bien sûr, vous le savez, peu importe, mais on a créé en 1630 la colonie de la baie du Massachusetts, à côté de celle de Plymouth, et en 1691, la colonie de Plymouth et la colonie de la baie du Massachusetts ont fusionné pour devenir la province de la baie du Massachusetts. Alors, Boston n'a pas été la première ville de la Massachusetts Bay Colony, ça a été Salem. Et Salem, qui est bien sûr, le nom vient de quoi? De Jerusalem. Jérusalem, bien sûr. L'idée, c'est qu'en créant une ville qui s'appelle Salem, vous dites tout simplement que cette ville est une ville de la promesse. Et que vous êtes parti, bien sûr, de Babylone pour vous diriger vers Jérusalem. Babylone, c'est Londres, c'est l'endroit où vous êtes persécutés, c'est l'endroit des faux dieux, et vous êtes arrivé, bien sûr, dans un endroit où vous avez créé Salem, la ville de l'Alliance, la ville de la promesse. Et c'est, vous le savez, cette extraordinaire figure du puritain, qui a été effectivement représenté par John Augustus Saint-Gaudens, grand sculpteur américain du XIXe siècle. Le chapeau en hauteur, le steeple hat, comme on l'appelle, le chapeau flèche, les gros brodequins, la grande cape et la Bible à la main.
Ça, c'est pas possible autrement. Et alors, je vous invite, ceux d'entre vous qui lisent l'anglais couramment, à retourner à ce qui est probablement un des plus grands auteurs de la littérature américaine, Nathaniel Hawthorne, qui, dans une de ses nouvelles, Main Street, explique l'histoire de la rue principale de Salem. Je ne peux pas tout vous raconter, mais il a une formule à un moment éblouissante, et il dit, quand les Indiens, parce que la Main Street de Salem, c'est l'ancienne piste des Indiens Wampanoag à travers cet endroit, de même que vous savez qu'à New York, la seule rue qui suit un itinéraire complètement insoumis au plan angli-hippodamique de Manhattan, c'est Broadway. Et Broadway, c'est l'ancienne piste des Indiens algonquins à travers l'île de Manhattan, bien sûr, ça c'est clair. Et donc Main Street, décrivant la Main Street de Salem, il dit, quand les Indiens parcouraient ce sentier, leurs pieds nus ou munis de mocassins souples, l'herbe se relevait derrière eux après leur passage. Quand les brodequins ferrés des puritains ont parcouru le même sentier, l'herbe ne s'est pas relevée. Deuxième texte, bien sûr, qui est très très important, c'est The Scarlet Letter, la lettre écarlate, qui reste un des chefs-d'œuvre de la littérature américaine. En particulier, le grand avant-texte qui s'appelle The Custom House, la maison des douanes, où Nathaniel Hawthorne raconte l'histoire de sa famille, et dans laquelle il dit, bon, effectivement, je vous l'ai déjà dit dans Main Street, il y a eu effectivement une sorte de rapport à la nature qui n'a plus été le même entre les communautés des puritains et les communautés indiennes et la nature, et puis il faut bien dire qu'entre communautés puritaines, c'était quand même pas très facile. C'est-à-dire que le nombre de Quakers, en particulier de femmes Quakers, qui se sont fait fouetter publiquement parce qu'elles étaient des Quakers, les baptistes qu'on a refusé d'accepter, etc. Donc vous voyez que c'est très étrange comment cette communauté qui a été fondée sur une revendication de tolérance est elle-même devenue totalement intolérante dès qu'elle a acquis effectivement son droit de cité sur la terre américaine. Et alors le fondateur de la colonie de la baie du Massachusetts, c'est un personnage qui s'appelle John Winthrop, c'est lui qui a dit Salem c'est pas bien. Salem, le port n'est pas génial, on ne pourra pas entrer et sortir facilement, il n'y a pas de quoi mettre les bateaux à l'abri, non, il faut trouver un autre endroit. Et c'est lui, John Winthrop, qui a trouvé la péninsule de Shawmut, le North End de Boston aujourd'hui, et qui a décidé de construire Boston là. Et vous le savez, il était à bord d'un bateau qui s'appelait l'Arbella. Le Mayflower était tout seul. L'Arbella, c'est une flotte, à la tête d'une flottille. Et à la 1620, c'est l'arrivée vraiment d'un petit groupe de gens qui ne savent absolument pas où ils vont. 1630, c'est l'arrivée d'une communauté déjà assez nombreuse qui profite de tout le travail exploratoire de celle de 1620 pour s'installer de manière beaucoup plus systémique. C'est tout le messianisme américain qui est déjà en germe là. Car nous devons considérer que nous serons comme une cité sur la colline, les yeux de tous les peuples sont sur nous, de sorte que si nous faisons défaut à notre Dieu dans son travail que nous avons entrepris, et que nous faisons qu'à cause de ça, il nous retirera son aide, alors nous deviendrons la risée et le sujet de plaisanterie du monde entier. C'est donc cette espèce de responsabilité de créer une cité parfaite sur la Terre. Ça c'est clair. Alors, le nom de Boston vient tout simplement d'une petite ville du Lancashire qui était extrêmement puritaine et d'où était partie une partie des gens qui étaient à bord de l'Arbella. Ça, c'est comme Plymouth. On est parti de là-bas, on va appeler le nouveau comme l'ancien, comme ça résoudra. Et alors, peut-être que la chose la plus importante, nous sommes en 1630, il n'y a rien. Enfin, il y a Plymouth, mais Plymouth, c'est presque rien. Ils sont confrontés au désert, enfin un désert qu'ils vont faire refleurir. C'est l'éternelle histoire de comment faire refleurir le désert. Mais regardez les dates, c'est fou. 1635, création de la première école de Boston Latin School, la première école latine de Boston, créée en 1635. 1636, la création de Harvard. Et donc c'est cette idée que 5 ans après la création d'une ville qui n'a aucune racine, aucune existence, rien, on se précipite vers l'intellectuel. Pourquoi? Parce que, comme on est ici chez des réformés qui sont complètement convaincus du libre examen, c'est-à-dire que vous ne devez, vous devez pouvoir lire la Bible dans votre langue maternelle,
Hein. Donc ça, c'est the authorized version of King James, bien sûr. Hein. Mais deuxièmement, vous devez pouvoir lire la Bible et comprendre ce que Dieu vous dit à vous et à personne d'autre à travers votre lecture de la Bible, sans interférence d'une hiérarchie quelle qu'elle soit. Donc ce libre examen du texte biblique, il passe, 1, par la langue vulgaire, 2, par le travail intellectuel qui vous permettra de ne pas prétendre comprendre la Bible de manière qui vous arrange, mais comprendre la Bible de manière qui vous permette effectivement d'être digne de son enseignement. Et donc, si vous voulez, tout ça conduit inévitablement à aussi d'autres raisons, hein, qui sont, ça c'est la raison de John Winthrop, le port. Hein. Pourquoi Boston plutôt que Salem? Parce qu'il y a un port. Et vous retrouvez ici, bien sûr, ce qu'on appelait tout à l'heure North End, avec le passage très étroit vers le continent. Hein. Le port, qui n'empêchera pas, ou qui au contraire fera de Boston une ville difficile, en particulier au XVIIe siècle et au début du XVIIIe. Hein. Épidémie extrêmement violente de variole, suivie, alors là de façon un tout petit peu étonnante en 1755, par le plus grand tremblement de terre qui avait jamais affecté, autant qu'on le sache, évidemment l'Amérique du Nord, avant le tremblement de terre de San Francisco, hein, en 1755. Et puis, effectivement, des successions d'incendies dévastateurs qui font que la deuxième moitié du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle sont considérés comme des années difficiles où Boston a tendance à interpréter comme les manifestations de la colère divine les événements naturels, colère divine, parce qu'on est en train de trahir la fidélité à la vocation puritaine de la création d'une communauté parfaite sous l'autorité directe de Dieu, qui était évidemment l'intuition originale de la vie. Et alors vous avez une idée effectivement ici toujours de cette Shawmut, de cette péninsule. Ça, c'est une carte qui a été faite en 1775 pour localiser évidemment la présence des points forts britanniques sur Shawmut. Et regardez ici, vous avez en gris tout ce qui a été rajouté au Boston original qui est en noir par les phénomènes de poldérisation. Donc c'est énorme. Hein. Et bon, bien sûr, Boston doit sa fortune à la situation du port. Avant le développement, évidemment, de New York. Parce que la grande différence entre Boston et New York, c'est que le port de Boston peut geler, celui de New York ne peut pas geler. Parce qu'il a la protection, effectivement, de Long Island, hein, Pomanock, comme l'appelaient les Indiens, en forme de poisson, comme dit Walt Whitman, qui protège, effectivement, le port de New York du gel. Alors, pourquoi Boston? À cause de la guerre de 7 ans, 1756-1763, ou de ce qu'on appelle en américain the French and Indian War, la guerre avec les Français et les Indiens, 1754-1763. Vous aurez remarqué que côté américain, ça commence en 1754. Alors, voilà quelle était la situation après 1748. Il faut quand même se souvenir de ça. Hein. En gros, tout ça, c'est français. Voilà. Aujourd'hui, vous avez remarqué, il ne reste plus grand-chose. Hein. Tout ça, c'est anglais. Tout ça, c'est disputed, hein, et tout ça, c'est espagnol, et ça, c'est undisputed. Alors ça, tout ça, c'est disputed, c'est l'objet d'une tension diplomatique et militaire entre l'Angleterre, entre le Royaume-Uni et la France, le Royaume de France, et ça, c'est l'objet de tensions non moins sérieuses entre l'Espagne et la France. Alors, je passe rapidement, mais vous le savez, évidemment, la guerre de 7 ans, ça a été une catastrophe, puisque nous avons perdu simultanément notre premier empire colonial en Amérique du Nord et notre premier empire colonial en Inde. Je voudrais quand même vous signaler ici des petites choses dont vous voyez qu'elles se sont passées, celles-ci, en 1754-1755, Fort Necessity, Fort Duquesne. Hein. Vous voyez bien que s'il y a un fort ici qui s'appelle Duquesne, ça doit être forcément un fort français. Hein. Et alors, c'est très intéressant parce que ces deux incursions britanniques, qui sont en fait des armées de colons, conduites par des sous-officiers qui sont des coloniaux, les seuls Britanniques réels sont les officiers supérieurs. Hein, mais tous les sous-officiers sont des coloniaux. Hein. Ces deux incursions, au moins la première, voient apparaître un jeune sous-officier colonial qui va se faire remarquer dans l'expédition de 1754 de façon très remarquable. C'est un Virginien, il s'appelle George Washington. Et le début de la carrière militaire de Washington, qui manquera se noyer près de Fort Duquesne, comme quoi finalement hein, la providence divine l'a sauvé pour, hein, c'est Washington, bien sûr.
hein, que vous voyez ici. Et alors ensuite, hein, après ça, vous avez bien sûr le gros problème de ça, c'est-à-dire Québec 1759, Montréal 1760, et la conjonction des forces britanniques, Prideaux et Amherst, arrivant par l'ouest, et les forces, effectivement, arrivant, les forces de Wolfe, arrivant par l'est et le Saint-Laurent. D'où la bataille, vous le savez, inutile de revenir là-dessus très longuement, mais c'est pas inimportant, de Québec le 13 septembre 1759, bataille dite des Plaines d'Abraham, dans lequel les deux généraux en chef des armées décéderont tous les deux. Vous avez ici la mort du général Wolfe, le général britannique, et vous avez ici, bien sûr, la mort de Montcalm. Alors, pourquoi Boston? Parce que, évidemment, il va y avoir, à la suite de la guerre de 7 ans, ou de cette guerre avec la France et avec les Français et les Indiens, il va y avoir le 10 février 1763 la signature du traité de Paris et ses conséquences, c'est-à-dire que tout ce qui était français est devenu britannique, hein, et tout ce qui était effectivement ici, bien sûr, espagnol, hein, ou encore un peu français, parce qu'on récupérera après une partie de la Louisiane, on ne va pas s'attarder là-dessus maintenant, mais c'est assez complexe, hein, redevient effectivement espagnol, et les Français sont pratiquement exclus de cette région. Hein, même si les Espagnols nous recéderont ensuite des choses. Mais c'est, voilà, ce qui permettra au premier consul de vendre la Louisiane à Jefferson, comme vous le savez. Alors, ce qu'il y a de très, très, très important, c'est que, à la suite de la signature du traité de Paris, donc 10 février 1763, le 7 octobre 1763, le roi Georges III publie ce qu'on appelle la proclamation royale de 1763. Ce sont ses ministres, bien sûr, hein, mais il publie ça. Et il dit, afin de maintenir des relations de bonne intelligence entre le Royaume-Uni et les tribus indiennes qui vivent à l'ouest des Appalaches, il est interdit aux colons blancs de franchir les Appalaches. C'est probablement l'une des deux causes, enfin, certaines personnes disent que plus important que ce que nous allons encore décrire à propos de Boston, c'est la cause fondamentale de l'indépendance américaine. Puisque tout l'imaginaire américain, c'est l'Ouest. Et tout l'imaginaire américain, c'est le mouvement vers l'Ouest. Hein, on va y revenir dans un instant. À partir du moment où l'autorité royale britannique interdit l'Ouest aux colons, d'une certaine manière, il y a un déni d'identité américaine qui est posé par le pouvoir londonien. Et ça, les Américains l'ont ressenti comme ça. Souvenez-vous évidemment du verset 11 du chapitre 12 du livre des Proverbes. Celui qui cultivera son champ sera récompensé par le pain. Et pour vous donner une idée de ce que ça veut dire ça, certains d'entre vous sourient parce qu'ils ont vu ça avec moi à Philadelphie ou dans d'autres conférences, vous sentez bien que ça c'est l'expression même du rêve agraire américain. C'est-à-dire une quantité de terre qui est déterminée par votre possibilité à la travailler sans aucune aide, sauf consentie, de qui que ce soit. C'est-à-dire, ça, c'est le contraire de la plantation sudiste, qui ne peut fonctionner que par l'esclavage. Là, vous travaillez seul, votre terre, hein, et parce que vous cultivez votre champ, vous aurez votre récompense, et vous voyez que l'idée, c'est effectivement que tout ceci est gouverné par la règle du frugal et non du somptuaire, le frugal étant évidemment le signe de l'accomplissement de la volonté divine. Et pour donc le mouvement vers l'Ouest, pour le mouvement vers l'Amérique, vous avez une double motivation, qui est une motivation négative, fuir la persécution religieuse, les puritains, plus tard politique, et positive, trouver de la terre à faire fructifier par votre travail. Car ça, évidemment, Tocqueville l'a dit très nettement dans De la démocratie en Amérique, le grand drame jusque fin 18e, c'est que la terre est dans les mains de deux castes, évidemment européennes, l'aristocratie et le clergé. Et si vous n'appartenez pas à l'aristocratie, vous n'avez aucun espoir de pouvoir un jour posséder de la terre. Et là, vous avez cette espèce de rêve absolument fabuleux qui s'est ouvert pour les migrants, c'est-à-dire la possibilité d'avoir la terre à eux, et de pouvoir nourrir leur famille et eux-mêmes sans jamais dépendre de personne et sans répondre de ce qu'ils faisaient de leur terre à aucune autorité autre que la leur. Ça, c'est absolument fondamental. Alors, les étapes de l'inacceptable, nous avons la proclamation royale de 1763, et puis alors après, on va regrouper 64, 65, 66, 67. Ça, c'est quoi? C'est-à-dire que
La guerre de 7 ans, c'est bien, mais ça coûte. C'est-à-dire que le trésor, ce qu'on appelle l'échiquier britannique, est vide. Et Londres dit aux colons, mais cet argent que nous n'avons plus, cet argent que nous avons dépensé, c'est pour vous protéger, vous, des Français, des catholiques romains, qui allaient vous remettre sous l'autorité du papisme. Donc il est normal, puisque nous vous avons protégé, que maintenant vous payez. Et donc on va imposer des droits sur le sucre, qui est importé évidemment des Antilles, et qui prépare avec les mélasses, permet de faire tout un tas de choses. On va mettre un droit du timbre, c'est-à-dire qu'on va dire attention, vous n'avez plus le droit de faire circuler les documents officiels dans les colonies, dans les 13 colonies, sans qu'il y ait un timbre fiscal. C'est un timbre fiscal revient pour nous. Hein. Comme vous avez l'air de vouloir vous agiter un peu, on va vous mettre des soldats chez vous. C'est ce qu'on appelle effectivement le Quartering Act, c'est-à-dire que, ah bon, il y a de l'agitation? Très bien, on va mettre 2, 3 soldats par famille américaine, de colons. Comme ça, il y aura de l'ordre qui régnera. C'est ce qu'on appelle les dragonnades, si vous voulez, dans un autre sens. Et puis, on revient sur, parce que l'agitation est telle qu'on se dit qu'il faudrait mieux abolir ça, le droit sur le sucre, le droit... Mais, en 1767, on en remet une couche générale, les Townshend Acts, qu'on appelle, hein, du nom de Charles Townshend, qui était le chancelier d'échiquier à l'époque. Et donc, vous avez les doubles raisons de la présence de Boston dans le mouvement. C'est premièrement cette idée que, 1, de Boston, vous ne pouvez plus partir à l'ouest. Vous êtes obligé de rester là. Le rêve agraire se termine. Pour ceux d'entre vous qui connaissent cette magnifique romancière américaine qui s'appelle Willa Cather, dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Destinée obscure, a une nouvelle qui s'appelle Le voisin Rossicki. Et Le voisin Rossicki, si vous n'avez jamais lu ça, il faut lire ça, ça existe en français, Destinée obscure de Willa Cather. Et vous avez l'histoire de pourquoi quelqu'un qui est né sous la double monarchie austro-hongroise n'a qu'une envie, c'est d'aller aux États-Unis, parce que personne dans sa famille avant n'a jamais possédé de la terre, et lui veut posséder sa terre. Et le seul droit qu'il aura à faire valoir à sa terre, c'est son travail. Cette terre est à moi parce que je la travaille. Je lui fais donner son fruit en son temps, comme dit le texte biblique. Et évidemment, vous avez ça d'un côté, et puis de l'autre, vous avez le fait que non seulement Boston ne peut pas évacuer son surcroît de population vers l'ouest, par la migration et par, évidemment, la transformation de wilderness, de la nature sauvage, en une terre cultivée, et puis parce que on est en train de taxer systématiquement pour récupérer de la main droite ce que la main gauche guerrière a dépensé au service de la protection des colons contre les horribles Français, en plus papistes, pendant effectivement la guerre de 7 ans. Et alors va se constituer à ce moment-là effectivement des gens qu'on appelle les fils de la liberté, the Sons of Liberty. C'est une organisation secrète qui commence à mailler tout le territoire, évidemment, des États-Unis, mais qui est extrêmement puissante à Boston, puisque le Sam Adams que je vous ai montré tout à l'heure, vous le revoyez là, le John Hancock que je vous ai montré tout à l'heure, vous le revoyez là, le personnage que vous voyez là, c'est Paul Revere, bien sûr, là c'est le Dr. Warren que vous avez vu tout à l'heure, là c'est James Otis dont nous aurons l'occasion de reparler, donc vous sentez que, comme on dit, Boston est un hotbed of, il y a vraiment une concentration des oppositions qui est vraiment très forte. Alors, qu'est-ce qu'ils font les fils de la liberté? Eh bien, ils vous invitent à vous retrouver sous l'arbre de la liberté pour, effectivement, entendre la démission publique sous serment de celui qui distribue les timbres fiscaux dans la province. Donc, on convoquait le distributeur de timbres fiscaux, et sous l'arbre de la liberté, qui était n'importe quel arbre qu'on avait baptisé arbre de la liberté, on le faisait renoncer solennellement et coram populo à son ignoble métier de vendeur de timbres fiscaux. C'était, alors on pouvait même aller jusqu'à quelque chose qui est un exercice très américain, c'est-à-dire ce qu'on appelle le goudron et les plumes. Vous voyez le personnage qui est ici, qui est un collecteur d'impôts des Townshend Acts, on l'a plongé dans du goudron liquide, ça devait être un peu chaud, et on l'a ensuite recouvert de plumes qui collent au goudron. C'est ça qu'on appelle le goudron et les plumes. Et c'était le carrying and feathering, c'était voilà. Alors, 1, il y a des actions locales. 2, et ça c'est très important parce qu'on en reparlera quand on parlera de Philadelphie dans 15 jours, il faut créer un réseau de solidarité entre toutes les colonies. Il ne faudrait pas que chaque colonie y aille de son opposition individuelle contre le pouvoir britannique.
Et donc, on va créer non seulement les Sons of Liberty, c'est-à-dire ces groupes de fils de la liberté qui se répandent en actions punitives, justifiées par le fait qu'ils ne font que punir la tyrannie insupportable du gouvernement britannique, mais on s'informe, on correspond, on échange des nouvelles sur la présence des troupes britanniques, sur leurs mouvements, etc. Et c'est ce qu'on appelle les comités de correspondance. Paul Revere, que vous avez vu tout à l'heure, et que vous reverrez dans un instant, était à la fois un fils de la liberté et un membre du comité de correspondance. Ça, c'est l'organisation, c'est la résistance. Si vous cherchez un équivalent, c'est la résistance, effectivement. Et alors, il faut un peu de propagande, quand même. Et qui est-ce qui assure la propagande? Comme déjà, toujours Benjamin Franklin, qui publie cette espèce de gravure, dessin, qui veut dire « rassemblons-nous ou mourons », join or die, rassemblez-vous ou mourrez, et vous avez ici la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, la Virginie, évidemment le Maryland, la Pennsylvanie, le New Jersey, le New York, et toutes les colonies de Nouvelle-Angleterre. Et l'idée, c'est que si vous restez séparés, vous n'aurez pas la force du serpent pour mordre au talon l'horrible britannique et le faire crever. C'est ça, en gros, voilà. Alors vous avez, je l'ai montré tout à l'heure, c'est très varié dans la population de Boston, comme dans toutes les populations en crise contre un pouvoir tyrannique et qui veulent se libérer de ce pouvoir. Vous avez des gens, en particulier James Otis, que vous voyez ici, vous l'avez vu tout à l'heure parmi les fils de la liberté, qui sera le grand avocat du droit des colonies, en particulier du Massachusetts et de Boston, à résister à la tyrannie du pouvoir central. En 1769, un collecteur d'impôts lui flanquera un grand coup d'épée dans la tête et il ne s'en remettra jamais intellectuellement, même s'il survivra jusqu'en 1783. Par contre, vous avez des gens comme Thomas Hutchinson, qui est un très grand marchand bostonien, et qui se dit, mais enfin quand même, bon, qu'est-ce que c'est cette histoire d'indépendance? Comment ça va se passer? Comment on va gouverner tout ça? Et puis là, au moins, moi, la sécurité et la tranquillité, elle est décrétée et arrangée par le gouvernement britannique. Le jour où le gouvernement britannique s'articula, c'est pas qu'est-ce qui nous garantit que ce ne sera pas le désordre absolu, et le désordre absolu n'a jamais été très utile pour le commerce. Et donc Thomas Hutchinson va non seulement prendre le parti des Britanniques, il va même se faire nommer représentant du pouvoir britannique ce qui donnera évidemment ce genre de joyeuseté le 26 août 1765. Vous voyez que sa maison sera tout simplement mise à sac par effectivement les forces patriotiques. On va avoir de 1764-65 jusqu'à 1776, pendant 12 ans, vous allez avoir à Boston un jeu du chat et de la souris fondé sur provocation-répression. C'est-à-dire que les patriotes vont provoquer, les forces britanniques vont se trouver obligées de réprimer, et évidemment ce que les patriotes espèrent, c'est qu'à un moment, la répression britannique paraîtra effectivement disproportionnée par rapport à la provocation. Et si la répression paraît disproportionnée par rapport à la provocation, alors les tièdes, ceux qui n'ont pas encore trop décidé de quel côté ils sont, se diront probablement « Ah non, il faut basculer du côté de la résistance parce que les autres sont immoraux. » C'est classique, je veux dire, je m'excuse, je fais qu'enfoncer les portes ouvertes, voilà. Et donc vous avez ce jeu du chat et de la souris qui va durer exactement, encore une fois, de 1764 à 1776, il se termine en fait en 1775 probablement, et puis vous avez quand même une légitimation qui est très importante, et cette légitimation très importante, c'est tout simplement, voilà, vous êtes bien gentil, mais en 1688-1689, en Angleterre, il y a eu ce qu'on appelle la Glorieuse Révolution, qui s'est évidemment terminée en 1689 par le vote par le Parlement de ce qu'on appelle le Bill of Rights, qui rappelle ce qu'on appelle the rule of law, c'est-à-dire le souverain n'est pas l'État. Le souverain n'est légitime qu'en tant qu'il exécute la volonté du Saint-Esprit s'exprimant par le peuple, dans le peuple assemblé. Cette idée que le pouvoir n'est pas dans le hiérarchique, mais que le pouvoir est dans l'assemblée. Et que quand le peuple est rassemblé, chambre des communes, quand il dit quelque chose, c'est la volonté de Dieu. Et donc le souverain est légitime que pour autant qu'il exécute la volonté de Dieu, telle qu'elle s'exprime à travers la parole du peuple, assemblée dans. Et donc, c'est le contraire, vous comprenez bien, de rule of law, de ce que probablement Louis XIV n'a jamais dit, mais qui est l'État, c'est moi. C'est exactement le contraire. Voilà. Et donc, les colons américains vont dire, mais dites donc, au gouvernement britannique, mais dites donc, vous, qui êtes là en 1770, 65, vous êtes le fruit du Bill of Rights, qui vous rappelle que
vous n'avez le pouvoir qu'en tant que le peuple vous l'a consenti par la voix de ses représentants. Et en particulier dans le domaine de la fiscalité et de l'imposition. Je dirais que plus ça change et plus c'est la même chose. Mais pas dans le domaine de la fiscalité et de l'impôt. Puisque un des principes fondamentaux du Bill of Rights de 1689, c'est « No taxation without representation ». Aucune taxation n'est légitime si elle n'est pas votée par les représentants de ceux qui la paient. Or, nous, Bostoniens, mais nous, Philadelphiens, nous, Virginiens, nous, New-Yorkais, tout ce que vous voulez, est-ce que nous avons des représentants à la Chambre des communes à Londres qui ont voté les taxes que la Chambre des communes de Londres nous impose? Nous n'avons pas de représentants à la Chambre des communes à Londres. Donc, la taxation que vous nous imposez n'a pas été votée par nos représentants, et donc, au regard de ce que vous avez obtenu par la glorieuse révolution de 1688, c'est-à-dire le Bill of Rights de 1689, cette taxation est anticonstitutionnelle. Elle ne correspond à rien. Elle n'est pas légitime. Si elle n'est pas légitime, elle est tyrannique. Or, le devoir de résister à la tyrannie est inscrit, effectivement, dans l'âme des peuples. Et donc, voilà, c'est fini. Vous pouvez pas. Ça va évidemment se compliquer quand, inévitablement, la tension va déboucher sur la violence. Vous ne pouvez pas faire fonctionner la tension sans déboucher sur la violence. Toujours dans ce jeu du chat et la souris. Le 5 mars 1770 va se produire ce qu'on appelle le massacre de Boston, c'est-à-dire que devant... Alors, la gravure que vous voyez ici est extrêmement importante parce qu'elle a été effectivement réalisée par un homme qui s'appelait Henry Pelham, le dessin. Mais la plaque, à partir duquel la gravure a été gravée, est devenue un instrument de propagande à Boston et dans toutes les colonies, cette plaque a été gravée par Paul Revere, bien sûr, que vous retrouvez partout, qui est, je vous le rappelle, le fils de quelqu'un qui était né à Sainte-Croix-la-Grande et qui a quitté à cause de... Voilà. Et vous voyez, ce que vous voyez là, bien sûr, c'est le State House. Et ce State House, c'est à la fois l'endroit où l'Assemblée de l'État, l'Assemblée de la colonie se rassemble, se délibère. Mais ça n'est pas elle, cette Assemblée, qui a voté la taxation. La taxation, elle a voté à Londres, où aucun des représentants de la colonie n'est. Et donc, effectivement, vous voyez bien que qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais très bien compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire que peut-être un soldat anglais a glissé sur la glace, son mousqueton est parti sans qu'il puisse l'arrêter, et du coup, le coup étant parti, la foule, évidemment, a bondi en émeute. Hein. Et cette émeute, évidemment, on l'a appelée, bien sûr, le massacre de Boston. Et ce massacre de Boston, il a en gros, si vous voulez, tué 5 personnes, qui sont 3 mortes sur le coup, 2 plus tard mortes de leurs blessures. Et ça n'est pas le moindre aspect, je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, mais le personnage que vous voyez là, c'est John Adams, le cousin de Samuel Adams, donc un des leaders, non pas de l'agitation populaire, mais de la réflexion intellectuelle sur la légitimité de l'action britannique à Boston et dans le reste des colonies entre 1765 et 1776. Personnage très très important, qui deviendra encore une fois le vice-président de Washington pour ses 2 mandats et lui-même président des États-Unis pour un mandat. C'est lui qui va défendre les 6 soldats britanniques qui sont mis en accusation après le Boston Massacre, parce qu'il dira, quelles que soient les erreurs et la tyrannie de ces gens-là, tout homme a le droit d'être défendu. Et si aucun avocat bostonien ne veut les défendre, moi, qui suis un des leaders intellectuels de la rébellion, je les défendrai. Et il les a défendus. Il a même obtenu effectivement que pratiquement 4 soient relâchés, 2 soient mis en accusation, qui soient finalement jugés, et ça s'est terminé par une simple marque au fer rouge sur la main. Ça ne va pas être très sympa, mais enfin il aurait pu se passer des choses plus graves. Et alors, méfiez-vous, parce que parmi les 5 morts, vous avez un Africain américain, Crispus Adams. Pendant très 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 longtemps, personne n'en a parlé. Depuis la remontée en force du politiquement correct, vous ne pouvez pas échapper au rappel systématique du fait que parmi les 5 morts du massacre de Boston, vous avez un Africain américain. Et donc, l'esclavage devient d'autant moins supportable à partir de ce moment-là qu'un Africain américain a donné sa vie pour la liberté de la nation. Ça, c'est très important. Deuxième étape de l'irréparable, vous la connaissez comme moi, c'est le 16 décembre 1773, c'est-à-dire le moment, effectivement, où, de façon très, très, très stupide, il
faut bien dire, la Chambre des communes autorise la Compagnie des Indes orientales britanniques à appliquer les Townshend Acts sur le thé. C'est-à-dire, il y aura des droits de douane à l'entrée du thé, qui est la boisson la plus répandue, effectivement, à Boston. Et alors, effectivement, à ce moment-là, devant ces droits de douane, une partie de la population de Boston, bien sûr agitée par sa malaise, ça c'est clair, je veux dire, il était là, c'est lui, se rassemble dans ce qu'on appelle la vieille salle de réunion du Sud. Alors, n'oubliez pas, ça c'est très puritain. L'église ne s'appelle jamais a church, elle ne s'appelle jamais a chapel. Elle s'appelle a meeting house, une salle de réunion. C'est l'endroit où à la fois on prie et on discute ensemble des affaires de la communauté. Puisque la discussion ensemble des affaires de la communauté ne peut se faire que sous l'invocation et l'animation de l'Esprit Saint. Donc, la réflexion sur la vie de la communauté doit se faire dans un lieu où on peut effectivement se mettre ensemble sous l'invocation de l'Esprit. Et c'est dans the Old South Meeting House que va être décidé ce qu'on appelle la Boston Tea Party. C'est-à-dire que des gens vont sortir de cette salle de réunion, vont aller au port de Boston, certains vont se déguiser en indiens, et ils vont monter à bord des bateaux et jeter effectivement des bateaux, la cargaison de thé, ce que vous voyez en train de se faire bien sûr ici, avec quelques personnages déguisés en indien. Vous avez l'impression ici qu'ils étaient tous déguisés en indien, rassurez-vous, ils n'étaient pas tous. Mais il y en avait quelques-uns pour faire nombre et pour montrer le côté un peu, si vous voulez, que les naturels, ceux qui avaient un lien direct avec la nature, étaient tout aussi scandalisés de ce qui se passait que les colons qui étaient arrivés ici. Et donc, en réponse toujours provocation-répression, en réponse à la répression, vous aurez ce qu'on appelle les actes intolérables de 1774. Actes intolérables de 1774 représentés ici dans une caricature où vous voyez la pauvre ville de Boston obligée évidemment de déglutir la potion que lui verse le gouvernement britannique. Et alors, ce qui est très important, c'est que si on a effectivement en 1774, à la suite de la Tea Party, the Intolerable Acts, du 5 septembre au 26 octobre 1774, pour la première fois, nous en reparlerons dans 15 jours, à Philadelphie, un groupe de délégués des 13 colonies va se retrouver pour dire comment peut-on réagir aux actes intolérables. Alors ces actes intolérables, il y en avait en gros 3 principalement, pardon, il y a 4 choses exactement. C'est-à-dire, premièrement, évidemment, le port de Boston était fermé, donc le port de Boston était condamné à mort, économiquement. 2, effectivement, le gouvernement du Massachusetts était transféré de la State House que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire de l'Assemblée locale, à Londres. La colonie était gouvernée directement de Londres, donc le gouvernement représentatif était confisqué au profit d'eux. Troisièmement, l'administration de la justice. Tous les représentants de l'ordre britannique, s'ils devaient être jugés au nom d'un comportement problématique, ne pouvaient pas être jugés à Boston par un jury populaire, ils devaient être jugés en Angleterre. Et dernier élément, bien sûr, le renforcement du Quartering Act, c'est-à-dire des dragonnades, de plus en plus de soldats, dans de plus en plus de familles bostoniennes, pour essayer de tenir la vie. Ces actes intolérables, la fermeture du port de Boston, la confiscation du pouvoir, effectivement, le transfert des décisions judiciaires à Londres et les dragonnades, ont été contrebalancés par la réunion pour la première fois à Philadelphie dans ce qu'on appelle Carpenter's Hall, par effectivement la réunion du premier congrès continental. Le premier congrès continental, c'est pour la première fois les colonies qui envoient des délégués à un endroit pour réfléchir ensemble, toutes les colonies, à comment on peut réagir à l'excès de pouvoir britannique. Et vous sentez que la naissance de la nation américaine, elle est là. C'est-à-dire qu'on ne va pas résister individuellement, une colonie après une autre colonie, à côté d'une troisième colonie contre le pouvoir central, mais ensemble contre le pouvoir central. Le général Gage, donc, a 4000 soldats à lui dans Boston, et le 19 avril 1775, il envoie effectivement au petit matin par la mer ses troupes qui doivent procéder à l'arrestation des leaders de la rébellion, John Hancock et Samuel Adams. C'est ça, bien sûr, que Paul Revere va partir annoncer lors de sa chevauchée. Les 2 leaders réussiront à se mettre à l'abri grâce au passage de Paul Revere, et puis ensuite, ils continueront vers Concord. Alors vous avez là Boston, là effectivement Lexington. C'est là que Dawes, vous voyez, il se retrouve ici.
Le bleu, c'est effectivement pour Revere. Le rouge, c'est les troupes britanniques. Le vert, c'est Dawes. Revere a traversé la rivière juste en avant des forces britanniques. Et Dawes lui est passé par la terre pour surveiller si par hasard les forces britanniques passaient par la terre ou non. Il se retrouve ici. Ensuite, il chevauche jusqu'à Lexington, ce qui permet à John Hancock et Samuel Adams d'aller se cacher et de ne pas être pris. Ensuite, il continue avec Prescott, qui les a rejoints à peu près ici. Voilà. À partir de là, vous avez un violet qu'on appelle Prescott, qui les rejoint à la sortie de Lexington. Ils sont arrêtés à la sortie de Lexington, Dawes et Revere, et Prescott continue tout seul vers Concorde. Et alors, évidemment, c'est là que va se passer le gros problème. C'est-à-dire que non seulement Revere a prévenu, mais en plus, il a indiqué qu'il fallait que les Minutemen, les hommes minutes, alors qu'est-ce que c'est qu'un homme minute? C'est un milicien. Et vous voyez ici la représentation parfaite de l'homme minute, c'est lui qui a sa charrue dans une main et son fusil dans l'autre. Sa charrue, c'est pour faire donner à la terre son fruit. Son fusil, c'est pour protéger le fruit de son travail des animaux sauvages, des Indiens et des Français papistes. Et il faudra retourner ça maintenant contre le Britannique tyrannique. On va passer des animaux sauvages, des Indiens et des Français papistes aux Britanniques tyranniques. Et là, vous avez la statue du Minuteman qui est sur le green de Lexington, sur le common de Lexington, c'est-à-dire sur le grand terrain central du petit village de Lexington. Et là, vous avez le Minuteman de Daniel Chester French qui est situé devant le pont de Concorde. Car ils vont passer Lexington, les troupes britanniques, au petit matin, vers 5-6 heures du matin, et puis en fin de matinée, ils vont arriver au pont de Concorde, qu'il faut qu'ils traversent pour récupérer ce qu'ils pensent être des munitions et des armes cachées destinées à un soulèvement bostonien majeur, et là, ils vont se trouver confrontés à une masse de Minutemen qui se sont rassemblés pendant la nuit, qui ont abandonné leur charrue, et qui sont venus avec leurs fusils pour, effectivement, résister à... Alors, je vous rappelle que ça, c'est à l'origine de quelque chose qui est fondamental dans la vie constitutionnelle américaine et dont vous avez les conséquences encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le second amendement à la Constitution des États-Unis, où on vous dit « Une milice bien régulier étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit des gens de posséder et de porter les armes ne sera jamais effectivement contesté. » Et donc, la législation sur les armes aux États-Unis, elle comporte à la racine ce problème majeur du deuxième amendement qui fait partie de ce qu'on appelle le Bill of Rights, qui a été mis au point par Madison et voté par les États, et qui fait que, en souvenir du fait que les États-Unis sont nés parce que des hommes avaient chez eux des armes et qui se sont rassemblés avec ces armes pour faire échouer la tyrannie, c'est effectivement ça. Et vous avez le pont de Concorde, où d'un côté, du côté que nous ne voyons pas ici, vous avez la statue du Minuteman que je vous ai montré ici sur la droite, et en face, vous avez le monument aux morts britanniques. Parce qu'évidemment, là, il va y avoir un énorme problème du détachement de soldats britanniques qui avaient été envoyés vers Lexington et Concorde le 19 avril 1775 au matin, 273 ne sont jamais revenus. Ce qui a constitué la première perte majeure de l'armée britannique dans les colonies, face non pas aux Français ou aux Espagnols, mais aux colons eux-mêmes. Donc quelque chose, effectivement, était en train de se déchirer. Regardez, je vous lis ici ce qui est là, tombe d'un soldat britannique. Ils ont franchi 3000 miles, c'est-à-dire 5000 km, pour venir ici, et pour arriver à maintenir le passé sur son trône. Personne n'entend au-delà du mouvement de l'océan leur mère anglaise qui se lamentent sur leur disparition. Et alors évidemment, Ralph Waldo Emerson, qui est un grand philosophe américain, ce qui n'est pas contradictoire dans les termes, en dépit de ce que certaines choses pourraient laisser penser maintenant, écrira ce texte « By the rude bridge that arched the flood », au bord du pont grossier qui enjambait le courant, leur drapeau déployé dans la brise d'avril, ici jadis, les fermiers en bataille ont tenu debout et ils ont tiré le coup de feu qui a été entendu dans la totalité du monde.
c'est-à-dire ce coup de feu de Concorde du matin du 19 avril 1775, où naît effectivement la nation américaine. By the rude bridge that passed the flood, their flag to April's breeze unfurled, here once the embattled farmers stood, and fired the shot heard round the world. La deuxième bataille sera celle de Bunker Hill, ou de Breed's Hill, il y a deux noms, 17 juin 1775, donc pratiquement moins de 2 mois après la bataille de Concorde. 1600 patriotes se fortifient sur la colline de Bunker Hill ou de Breed's Hill, disons au nord, léger nord de Boston, de l'autre côté du fleuve Charles. Ils sont attaqués par 2400 habits rouges. Le docteur Joseph Warren, dont nous avons déjà parlé, trouvera la mort, lui, le grand organisateur de la chevauchée de Revere et un des organisateurs majeurs des rébellions bostoniennes avec Hancock et Sam Adams. Et tous les Américains, ou presque à un moment, se souvenaient de cette phrase de Israel Putnam, un des leaders des patriotes sur Bunker Hill, qui dira « Ne tirez que quand vous verrez le blanc de leurs yeux. » Mais ça, c'est très important, c'est le 17 juin 1775. Le 15 juin 1775, à Philadelphie, nous en reparlerons, le Congrès décide de créer une armée continentale, c'est-à-dire une armée rassemblant des détachements des 13 colonies, et il décide de confier le commandement de cette armée à un homme qui s'appelle George Washington. George Washington prendra le commandement de ses troupes à Cambridge, c'est-à-dire aux portes de Harvard, le 3 juillet 1775, un an et un jour exactement avant la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, et en mars 1776, il placera sur une colline qui est au sud de Boston, mais avec une vue imprenable sur le port de Boston et la marine anglaise et toutes les fortifications anglaises, commandées par l'amiral Howe, il placera effectivement les canons qu'on est allé chercher à Fort Ticonderoga, canons anglais, canons qui ont été cherchés d'un côté par effectivement Evan Allen de l'État du Vermont et de l'autre Henry Knox qui deviendra le grand organisateur de l'armée washingtonienne. Et ces canons commenceront à tirer, transportés du lac Champlain jusqu'à Boston, ils commenceront à tirer sur les Britanniques le 4 mars 1776 et le 17 mars 1776, Howe se rembarquera avec ses 12 000 soldats. Boston ne sera plus jamais reprise par les Anglais. Elle deviendra la première ville majeure, libre, des États-Unis à venir sur le continent américain. C'est très étonnant de voir que notre John Singleton Copley avait quitté Boston dès 1774. Sa femme venait d'une famille dont on va dire assez vite qu'elle était une famille de loyalistes. Vous le savez, malheureusement, les fins des colonisations génèrent des drames terribles, c'est-à-dire la nécessité pour ceux qui sont restés aux côtés des colonisateurs de retourner vers la mère patrie dans des conditions toujours difficiles. C'est ce qui se passera quand les 16 000 soldats de Howe repartiront. Un nombre qui n'a jamais été évalué exactement de loyalistes britanniques bostoniens repartiront avec eux. La famille, la belle famille de John Singleton Copley repartira pour l'Angleterre, et Copley, qui avait quitté Boston en 1774, n'y reviendra jamais. Il ira d'abord à Rome, où il réalisera ce tableau d'une ascension qui, pour un peintre réformé proche des puritains, est un tout petit peu étonnant. Il fera une fois à Londres une très belle carrière de peintre mondain, réalisant des portraits de grands aristocrates et de grands juristes britanniques, comme John, le deuxième vicomte Dudley and Ward. Il fera ce grand tableau d'histoire en 1779-1781, c'est-à-dire un an après la mort de William Pitt, le premier comte de Chatham, qui mourra dans la Chambre des Lords. Il fera ce tableau de, effectivement, la mort de Pitt. Alors, il faut faire attention parce que William Pitt le premier, le deuxième, c'est un grand adversaire de Napoléon, et William Pitt le premier, c'est quelqu'un qui, dans les années 70, il meurt en 78, dans les années 75-76, avait pris ouvertement parti pour les colonies américaines en disant qu'il ne fallait surtout pas tenter de leur imposer la force, c'était le meilleur moyen de les perdre. Et donc, très probablement, Copley n'a pas détesté. En même temps, regardez, c'est quelqu'un qui fera des portraits d'une peinture et d'une société qui valorise les éléments de tradition, presque folklorique, alors que l'Amérique n'a pas de tradition et qu'il lui revient d'inventer le nouveau.
Et puis, quand il est à Rome, il va faire effectivement ce portrait de monsieur et madame Ralph Isard. Isard est un Carolinien du Sud. Madame Isard s'appelle Alice de Lancey. Pour ceux d'entre vous qui connaissent bien New York, c'est une très grosse fortune new-yorkaise à l'époque, puisqu'il y a encore une rue dans Manhattan qui s'appelle de Lancey Street. Et ils sont où? Mais bien sûr, ils sont à Rome. Ils sont à Rome, où ils voient le Colisée, les statues, les vases hellénistiques. Et ça, c'est le grand problème. C'est l'éternel problème de l'Amérique. Une poteste qui ne vote pas Trump et qui est accusée, effectivement, d'être trop européanisée, trop intellectuelle, trop élitiste, trop fondée sur des valeurs qui sont des valeurs non populaires. Et évidemment, vous avez ce portrait de Paul Revere qui nous a accompagnés pendant toute cette rencontre. 2 éléments bibliographiques avant de finir. Malheureusement, j'avais traduit en anglais l'admirable livre de David Hackett Fischer, grand spécialiste de Champlain, mais écrivain, historien américain remarquable, sur la chevauchée de Paul Revere, et puis une référence française, pour ceux d'entre vous qui en souhaiteraient une, à cheval sur Cette semaine et dans 15 jours, de Bernard Cotteret, La Révolution américaine. Je vous remercie.